Hein? Exactement. Oui, mais de toute façon, je suis très à l'aise, hein. Si le fait, moi, j'ai dit, ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, ouais, et à 10 heures, là, ouais. À toutes. Bonjour, bonjour, partagez, hein, partagez très rapidement. Vous savez, c'est le marathon du direct. C'est le marathon du direct, hein. Donc, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Si c'est le cas, partagez assez rapidement. Partagez, partagez. Donc, nous sommes là dans le cadre du marathon du direct. Donc, voilà. Il faut partager. Il faut partager. Pop, pop, pop. Assez rapidement. Donc, la luminosité n'est pas un peu terrible. Voilà. C'est bon. Il ne faut pas que la luminosité nous joue un peu des sales tours. Donc oui, donc les gens m'entendent de sens sur sens, c'est très bien, c'est une bonne chose. Si je suis entendu, le but du jeu quand on parle, c'est d'être entendu. Donc partagez. Hein. Donc vous savez qu'il y a des milices tapis dans l'ombre qui ont l'habitude de signaler les directs. Donc le réflexe number one, c'est quand on arrive sur un direct, c'est de sécuriser en envoyant les cœurs. Je crois qu'on n'a plus besoin de vous rappeler, les 4 modes de partage sont connus. Vous le savez, donc il n'y a pas besoin d'y revenir. Enfin, je crois. Je sais que la plupart du temps, vous êtes cons. Il faut répéter. Il faut continuer. Il faut... Voilà. Euh, oui, papy familial, c'est de ça qu'on va parler, évidemment. Donc, on va parler un peu de ça. Mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est aussi un non-événement. Hein. On n'attend pas de ce gouvernement insensé, stupide, de retrouver soudainement du bon sens. Non, c'est impossible. On n'attend pas d'eux qu'ils aient soudainement du bon sens, quoi. Nous savons très bien qu'ils n'en ont pas. Donc, ils vont fonctionner de façon lâche. C'est à nous de savoir réagir contre cela. Voilà. C'est à nous de savoir réagir contre cela. Et puis, il faut savoir aussi que la révolution a ceci de formidable. Parce qu'il existe des situations où nous combattons l'ennemi à l'extérieur. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Et j'interpelle tout le monde, tout responsable de la révolution. En aéronautique, on a passé notre vie, surtout après les attentats du 11 septembre, à sécuriser le cockpit. Vous savez, je comprendre comment, pour dire que quand on fait de la révolution, à un moment donné, il faut accepter de vivre avec un certain risque. Et ça va jauger. Il n'y aura jamais aucune disposition qui serait prudente à 100%, qu'on soit bien clair. Hein. Il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des failles parce que c'est comme ça, la nature humaine, elle est comme ça. Elle est parfois imprévisible. En aéronautique, après les attentats du 11 septembre, vous savez qu'avant les attentats du 11 septembre, vous pouviez prendre un avion des lignes et aller discuter avec le pilote dans le cockpit, comme ça, tranquillement. Je sais que je l'ai déjà fait hein, sur les petits avions des lignes. Je me rappelle une fois, je faisais Montréal. Je faisais Montréal, Saint-Pierre-de-Miquelon. Vous savez, c'est un turbopropulseur qui fait la liaison entre Montréal et Saint-Pierre et Miquelon. À peu près 3 heures de vol. Donc je faisais cette ligne-là et ça m'arrivait d'entrer dans le cockpit, de rester avec le pilote. On causait, il me disait, tiens, ici, là, nous sommes sous le contrôle
de la tour d'Halifax. Et là, c'est Boston qui nous prend en charge. Et arrivé là-bas, c'est Saint-Jean de... Voilà. Bref, on pouvait échanger. Et ça, on peut le faire sur des petites liaisons comme ça, a priori, sans grand risque. C'est pas un terroriste ne va pas aller foutre une bombe sur un petit coucou qui fait la liaison Montréal-Saint-Pierre-Miquelon, quoi. Il va pas aller foutre. Donc le terroriste, il préfère flinguer Delta, US Airways, Air France, KLM, des choses comme ça. Mais on a passé donc tout le temps on a donc passé tout le temps à dire qu'il faut sécuriser le cockpit parce qu'il ne faut pas quelqu'un dans. Alors, vous êtes 163, donc s'il vous plaît, et la partager facile. Si vous êtes tontina, même si vous avez partagé, les gars, il faut partager, il faut qu'on monte assez rapidement parce que je n'ai pas toute la journée. Après, il faut que je pointe. Donc, nous sommes dans le cadre d'un marathon de direct qui a débuté par Jacques Chouanon qui vient de laisser l'antenne. Après moi, il y aura Francine Tico qui va prendre en charge la suite, hein, qui parlera des femmes, ainsi de suite. Et surtout du 8 mars, et en particulier de Maître Michel Doki. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez dans le direct, partagez un maximum. Je vous ai montré comment ça marche. Vous partagez dans tous les groupes, ça se fait d'un seul clic. Et puis voilà, quoi. Donc, il faut pas... C'est très simple à partager. Donc, ça se fait d'un clic. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi vous n'y êtes pas encore. J'étais en train de dire que de la révolution, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire qu'on combat l'ennemi à l'extérieur, mais parfois on oublie les dispositions qui permettent de combattre un ennemi qui vient de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, ça a toujours existé. Et je prends le parallèle de l'aéronautique. Pourquoi? Le cockpit aujourd'hui, depuis les attentats du 11 septembre, est archi sécurisé et blindé. C'est-à-dire qu'il est fait de telle enseigne que la menace ne puisse pas rentrer dans le cockpit. Voilà. C'est-à-dire que vous savez que les attentats du 11 septembre, on ne peut pas rentrer les bombes dans un avion. Les terroristes avaient décidé d'utiliser les avions comme des projectiles. Et grâce à un cutter, hein, ils sont entrés dans un avion avec un cutter, ils sont entrés dans le cockpit, ils ont pris le contrôle de l'avion et ils sont allés les cracher vers des tours ou bien vers des bâtiments représentant symbole de la puissance américaine. Et donc au jour d'aujourd'hui, il est impossible de rentrer dans un cockpit. Impossible. Impossible. Quand il est fermé, il est impossible. Donc, mais vous voyez, toutes ces dispositions étaient bien beaux, sauf qu'ils n'avaient jamais pensé à la situation où on a la menace de l'intérieur. Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est bien beau, ça empêche un terroriste de rentrer, mais que fait-on si on a un pilote qui veut cracher l'avion et un autre copilote qui reste coincé à l'extérieur qui va empêcher l'avion de cracher? Il ne peut pas. Et ça a donné le crash qui a eu lieu de la Germanwings, qui a eu lieu au sud de la France, en 2014. En 2014, donc ça a donné cela. C'est-à-dire que les ingénieurs ont passé le temps à sécuriser le cockpit d'une menace qui venait de l'extérieur et ils ont oublié de penser au cas de figure où on a une menace qui est déjà à l'intérieur du cockpit et qu'on veut contrôler depuis l'extérieur. Ça veut dire qu'un terroriste, dès qu'il rentre dans le cockpit, il peut empêcher tout le monde de rentrer. Il peut empêcher tout le monde de rentrer. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer le système qui est mis en place et qui permet aussi au copilote qui est à l'intérieur d'empêcher le pilote de rentrer si celui-ci est pris en otage par un terroriste, par exemple. Donc, il empêche de rentrer. Bref, il y a toutes ces choses-là qui font qu'au final, on a toujours des failles dans une révolution. Et la révolution, oui, c'est souvent des pertes. La révolution aussi, c'est quoi? La révolution aussi, c'est souvent des gens sur qui on parie parce qu'on a fait confiance. Parce qu'on s'est dit à un moment donné, c'était la bonne personne pour gérer un certain type de situation. La révolution, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes comme moi qui sont totalement désintéressées, qui s'en foutent des postes de responsabilité ou de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est de contribuer à ce que Bia tombe. Chaque matin que je me lève, j'essaie de mener une action qui contribuera à ce que Bia tombe. Voilà. Ça, après, que l'action soit minime. Que ce soit pas de fourmis, que ce soit pas de 1000 pattes, ou j'en sais trop rien, que ce soit même pas perceptible parfois. Vous savez, quand vous regardez un escabeau, il avance. Si vous restez fixé sur lui 10 minutes, vous aurez l'impression qu'il ne bouge pas. Allez faire un tour et revenez. Ou bien posez un repère. Vous revenez, vous mesurez la distance parcours, vous allez voir qu'il avance. J'ai dit ça par rapport au Sardina qui tous les jours dit que depuis là, vous êtes où? On vous attend d'ailleurs, on vous attend ceci, on vous attend cela. Chaque jour nous rapproche de plus en plus de la chute de Paul Biya. Il faut que les gens comprennent cela. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on commence à prendre des camions pour aller garder un endroit où les gens vont s'inscrire,
quand l'arrestation d'un avocat est un événement. Alors qu'en fait, on parle quand même des gars qui contrôlent la justice, qui contrôlent l'armée, qui contrôlent les renseignements, qui contrôlent la police, ils contrôlent tout. L'arrestation d'une avocate qui n'a pas d'armes, qui ne représente en rien une menace pour le territoire camerounais est comme un événement. Tout ça, c'est de la diversion. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de vouloir se rassurer qu'il contrôle, mais il ne contrôle plus rien. Je vous ai expliqué, j'ai dit dans un post l'autre jour que Maurice Kamto est comme un TGV qui est lancé à 1000 km à l'heure. Un TGV qui est lancé à 1000 km à l'heure, il vole. Il survole la mer. Un TGV, c'est 385 tonnes à vide. 385 tonnes à vide. Qui est lancé comme ça, à 1000 km à l'heure. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire 1000 km à l'heure? 1000 km à l'heure, c'est environ 280 mètres par seconde. Ceux qui savent calculer l'énergie cinétique, vous faites 380. Vous me dites quel type de freinage il faut. La machine est lancée. Quand aller s'inscrire dans un parti politique, pour l'instant encore légal, hein, on a arrêté comme on a mis en prison, mais le parti n'a pas encore été déclaré parti illégal, donc c'est encore un parti républicain, si vous voulez. Quand déjà l'acte d'aller s'inscrire vaut qu'on vienne entourer le secteur par des blindés, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes que chaque jour, nous nous rapprochons de l'objectif. Et donc, il n'y a qu'un sardinat aujourd'hui pour expliquer que c'est quand même marrant. La construction des stades n'avançait pas. Mais eux, ils voyaient ça avancer à grande vitesse. Et bizarrement, ils n'ont pas la canne. C'est comme ça, on ne sait pas. Ils voyaient ça avancer à flèche grande vitesse, alors que ça n'avançait pas du tout. La chute du régime Biya avance progressivement. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'enthousiasme pour rien. Moi, je ne suis pas de ceux qui font des slogans pour dire Biya, tu vas me sentir game over Paul Biya. Il y a des signes. C'est-à-dire que, comment on juge la victoire de Maurice Kamto? C'est ce que, en justice, on n'est pas, comme j'expliquais aux gens qui viennent souvent demander où sont les preuves, Déjà, encore faudrait-il être en mesure de comprendre la preuve qu'on te présente. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Moi, je vous rappelle qu'il y a des mamans qui disaient souvent que l'ADN ne veut rien dire. Vous voyez ce qu'on appelle argumentum ad ignorantium. C'est-à-dire que le fait que tu sois ignorant dans un domaine te permet de nier ce qu'on est en train de te dire. Le fait que tu ne comprennes rien à l'aéronautique te permet de refuser d'écouter l'équation de Bernoulli, l'équation de Navier-Stokes, l'équation de Fourier, tout ce qui peut régir les mouvements d'un corps aérodynamique. Mais tu dis non, l'avion, la vol, ce n'est pas simple, c'est l'affaire du blanc, il y a une sorcellerie derrière, tout ce que tu parles là, c'est pour toi là-bas. On te met en tête, on te met l'équation au sol, on t'explique comment cette équation permet d'expliquer la portance qu'il y a autour de l'aile de l'avion. Et d'ailleurs, ça t'explique pourquoi l'aile de l'avion est comme ça, là, et pas un carré, quoi, et pas un rectangle, ça t'explique tout ça. Tu préfères dire que non, comme moi je ne comprends pas ça là, j'ai dit c'est la sorcellerie, tu m'enlèveras pas ça de la tête. Voilà comment on fonctionne chez nous. Argumentum ad ignorantium. Et c'est donc pareil que quand tu commences à débattre avec une personne qui se réjouit des arrestations illégaux, il commence par te dire c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Quand tu dis prenons donc la loi, discutons-en. Une fois que tu l'as contredit dans tous les domaines de la loi, il te dit en tout cas, moi je ne suis pas géré, c'est pour vous là-bas, tout ce que je sais c'est qu'il est au Niouf, va là-bas le retirer. Argumentum ad ignorantium. C'est-à-dire à chaque fois faire jouer le fait qu'on est ignorant dans un domaine pour s'en sortir. Ben, quand vous êtes ignorant dans un domaine, vous fermez votre gueule. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut commencer par là. Vous fermez votre gueule. J'ai aussi observé hier que la CRTV avait reçu une bande de voyous chez lui. Moi, je rappelle que j'étais au Cameroun. Il y a un train qui a craché. Beaucoup de familles sont décédées. Beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille dans le crash. J'étais au Cameroun. J'avais commencé à faire une enquête préliminaire qui permettait d'expliquer aux Camerounais pourquoi leurs enfants sont morts. J'ai l'expertise dans le domaine. Aucune chaîne ne m'a invité. Il n'y a que RFI qui m'a contacté pour m'écouter. RFI, Radio France Internationale. J'étais au Cameroun, aucune chaîne ne m'a invité. Alors que les journalistes étaient mis au courant qu'il y avait un expert qui plus était dans le train. Aucune chaîne ne m'a invité pour venir à la CRTV le soir à 1h de grande écoute, expliquer pourquoi beaucoup de personnes ont perdu des membres de la famille. Expliquer aux Camerounais pourquoi certaines personnes qui allaient à un mariage ont fini en deuil. Expliquer pourquoi ce train n'aurait pas dû faire un accident. Personne ne m'a invité. La CRTV estime qu'avec l'argent du contribuable, elle peut donner la parole à un groupe de génocidaires
constitué d'un illettré, hein, il suffit de l'écouter parler, c'est un illettré, et visiblement d'une ancienne prostituée. Bon, voilà ce qu'on appelle l'excellence à la camerounaise. Voilà ce qu'on appelle l'excellence à la camerounaise. Et vous regardez. Entre-temps, Maître Ndoki est arrêtée parce qu'elle a voulu se battre pour un Cameroun juste. Entre-temps, Penda Ekoka est arrêté. Tous ces gars-là, je précise qu'ils ne sont pas américains. Hein. Wilfried Ekanga Fak, Maître Ndoki Fak, Penda Ekofak, Maurice Kamga, Paul-Éric Mfak. Voilà, puisque vous savez que le MRC, c'est un parti de Bamileke totalement génocidaire, un parti d'ethnofasciste, quoi. Voilà. Donc, nous voici, donc, dans cette manipulation. On est toujours manipulable. Et aujourd'hui, je dis encore aux Camerounais que le vrai combattant, c'est celui qui, quand il se met devant son écran, c'est uniquement pour dire comment faire tomber Paul Biya et ne montrer aux yeux des autres que ce qu'il est en train de faire pour contribuer à cela. Normalement, ceux qui étaient confus entre la basse Kadibri et la basse Kamwa, si je puis le dire, c'est juste des idiots. C'est juste des idiots, des crétins. Quand vous êtes un vrai combattant, vous vous mettez sur Facebook, c'est pour taper sur les sardinats et c'est pour taper sur Biya. Quand deux de tes posts commencent à taper tout le temps sur un autre combattant ou d'autres combattants, ton ennemi n'est plus Paul Biya. C'est la raison pour laquelle j'attaque Cabral Libi. Parce que Cabral Libi est opposant. Bon. Donc par définition, s'il est opposant, ça veut dire qu'il s'oppose au régime en place. Ça veut donc dire que s'il est opposant, c'est parce qu'il juge que le régime en place est insuffisant. Il faut être cohérent, l'opposition. Si tu es opposant, c'est parce que tu juges que le régime en place ne répond pas à tes attentes. Et donc que tu es pour qu'on le change. Ça, c'est la définition de l'opposant. Mais maintenant, quand tu commences à t'associer à le régime en place pour tirer sur un autre opposant, ce n'est plus la définition de l'opposant. Je ne sais pas, moi, si on peut regarder sur le dictionnaire, hein. Qu'est-ce qu'un opposant? Qu'est-ce qu'un opposant politique? Vous savez, parfois, quand il y a des notions comme ça qu'on croit connaître, il faut parfois douter et aller s'enquérir. En politique, l'opposition désigne l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir. C'est ça en fait. Hein. En politique, l'opposition désigne l'ensemble des mouvements qui contestent les détenteurs du pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un peut copier ça. C'est la définition Wikipédia. Donc si quelqu'un devant vous a son Wikipédia et qui copie les bêtises, il colle. Que les gens voient ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, c'est l'ensemble des mouvements qui contestent les détenteurs du pouvoir. Au regard de cette définition, l'opposition n'est pas nécessairement un parti. L'opposition n'est pas nécessairement un parti. L'opposition, c'est l'ensemble. Je regarde la définition. Ah ouais, merci Pierrot. En politique, l'opposition désigne l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir. Donc, en ce sens, si Univers se présente à l'élection contre Paul Biya, Paul Biya, c'est qu'il conteste la façon de gouverner de Paul Biya. Si Maurice Kamto se présente contre Paul Biya, c'est qu'il conteste la façon de gouverner de Paul Biya. C'est-à-dire qu'en ce sens, il a vraiment l'intention de remplacer Paul Biya. C'est ça l'opposition. Maintenant, quand vous avez un parti qui se met à deux avec d'autres partis pour insulter un autre opposant, dites-moi donc si ça correspond à la définition de l'opposition que je viens de vous faire voir. Il faut juste regarder. Dites-moi, hein, voilà. On peut même aller encore plus loin. Dans un régime représentatif, l'opposition parlementaire est l'ensemble des partis qui ne forment pas la majorité parlementaire. C'est-à-dire que dans un régime représentatif dit démocratique, on appelle l'opposition tous les partis qui ne sont pas dans le parti, tous les partis qui ne sont pas du parti au pouvoir. Voilà, qui ne font pas partie de la majorité parlementaire.
C'est ça qu'on appelle l'opposition. Donc l'opposant doit s'opposer. Et Kabara Libi, c'est quand même le seul opposant qui laisse ses militants tout le temps tirer sur un autre membre de l'opposition comme lui. Voilà pourquoi j'ai attaqué Kabara Libi. Si une personne est sérieuse et qu'il connaît la définition du mot opposant, il ne peut plus soutenir Kabara Libi. Soit tu es du RDPC, et dans ce cas, tu es de la majorité présidentielle. Soit tu es opposant, et dans ce cas, tu dois contester la majorité présidentielle. Tu ne peux pas avoir comme programme de l'opposition celui de t'associer avec la majorité présidentielle pour faire barrage à un autre opposant. C'est juste logique. C'est juste logique. Donc ça veut dire que parfois, quand vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, allez parfois regarder sur Internet, vous tapez sur Internet, vous demandez c'est quoi un opposant, c'est quoi une opposition, qu'est-ce que c'est. Vous tapez juste sur Internet et vous avez la définition. Ça évite que les Mbandakani ou les je ne sais trop quoi viennent vous raconter n'importe quoi sur Internet. Voilà. Qu'est-ce qui... Alors, délit, je vais taper atteinte à l'intégrité de l'État. Qu'est-ce qui est qualifiable d'atteinte à l'intégrité d'État? Voilà. Qu'est-ce qui est qualifiable? Parce qu'il faut une notion d'atteinte à l'intégrité d'un État. Pourquoi ça ne marche pas? Il est important, hein? Notion d'atteinte à l'intégrité territoriale. Vous voyez, vous allez taper sur Internet, vous allez comprendre chaque chose. Vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on va donner des chefs d'inculpation à ceux qui ont été arrêtés, faites la démarche d'aller regarder ce qui se cache derrière, vous regardez si ça correspond à ce qui est dit. Vous savez, les présidents en Europe ont souvent eu de la farine, hein, qu'on les a entartés, c'est-à-dire qu'on prend la tarte, on jette sur lui. Ils n'ont jamais porté plainte. Si je tape sur Internet, liste des présidents entartés. Hein, liste des présidents entartés. Internet, c'est un truc de ouf. Hein. Vous tapez, vous trouvez tout ce que vous voulez. Voilà, on appelle ça l'entartage. L'entartage ou attentat pâtissier est un acte consistant à lancer, ou plus souvent à écraser une tarte à la crème, ou plus simplement à la figure d'une personnalité lors d'un événement public pour souligner, selon l'auteur, l'absurdité des propos ou de l'action des victimes. C'est-à-dire que voilà. Donc on a l'habitude d'entarter les gens. Voilà. Philippe Douste Blazy avait été entarté. Bernard-Henri Lévy entarté. Bill Gates a été entarté. Ségolène Royal a été entarté. Nicolas Sarkozy entarté. François Bayrou entarté. François Hollande entarté. Tentative d'entartage sur Emmanuel Macron. Voilà. Voilà autant de personnalités. Si on va à l'international, on a Bill Clinton qui a été entarté. On a qui d'autre? Alors, alors, qui est-ce qu'on a d'autre à l'étranger? Ben voilà, c'est les seuls qu'on a pour l'instant. Sur cette liste que j'ai, ils ont mis etc. Donc on n'a pas. Vous voyez, aucun d'eux n'a porté plainte pour attentat terroriste. Je pense que si on entente Paul Biya au Cameroun, si on jette une boule de coquille sur Paul Biya, les gens vont décider que c'est un attentat terroriste. Alors, Philippe Douste Blazy a porté plainte contre Noël Gaudin à la suite d'un attentat. Celui-ci a été relaxé. C'est-à-dire qu'il y a même un ministre qui a porté plainte contre quelqu'un qui l'a entarté. La justice française l'a relaxé. Au Cameroun, ce serait vu comme une atteinte à la sécurité intérieure de l'État et un attentat terroriste. Donc la personne serait inculpée pour terrorisme. Donc vous voyez en fait dans quel pays on vit. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où un crime, le motif d'inculpation d'une personne dépend du bon vouloir d'un juge qui est aux ordres. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre, mes chers amis. Je dis là, Jean-Pierre Chevènement a porté plainte à Noël Gaudin suite à son entartage. Celui-ci, cette fois, a été condamné à 800 € d'amende pour violence volontaire avec préméditation. Voilà, en 2002. Voilà. Donc, pour Jean-Pierre Chevènement, la personne a été condamnée à 800 €. Il s'agit d'un délit, c'est-à-dire que ce n'était pas une peine pénale. Il n'y a pas de peine là-dessus. On ne parle pas de prison, on parle de tribunal. Donc, il a eu 800 €. On parle de tribunal correctionnel, je crois. Donc, ça a été considéré comme un délit de violence volontaire.
Au Cameroun, ça serait considéré comme un attentat purement terroriste dans le but de déstabiliser l'État. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre, mes chers amis. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre. Si tout ça ne vous donne pas envie de vous barrer, alors, donc oui, en France, on condamne l'entartage quand c'est reconnu comme délit de violence. C'est-à-dire que si la personne qui a entarté n'est pas en mesure de faire montre de ses arguments, oui, il reçoit une amende de 250 euros. Donc il y a quelqu'un qui a été condamné à 250 euros. On ne parle pas ici de peine d'emprisonnement à vie. Il a comparu libre. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre, mes gars, les amis. Je ne sais pas. Moi, je me pose la question, sincèrement. Je me pose la question. Avez-vous envie de vivre dans un pays où, parce que vous avez peut-être regardé mal, vous avez mal regardé un juge, celui-ci peut tout de suite, vous avez mal regardé un juge, celui-ci peut décider que le regard que vous avez porté sur lui constitue un délit qui porterait atteinte à l'intégrité de l'État camerounais. Ben, je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre, mes chers amis. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on reproche à Maître Ndoki? De s'être fait tirer dessus. Le fait qu'on lui ait tiré dessus, ça ne suffisait pas. Normalement, celui qui devrait être au tribunal aujourd'hui, c'est celui qui a tiré sur Maître Ndoki. Au lieu de ça, elle était obligée de vivre en cachette pour soigner sa blessure. Et aujourd'hui, elle se fait arrêter et ça devient un événement au Cameroun. Je ne sais pas dans quel pays vous avez envie de vivre, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez des enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez des enfants, que vous allez laisser dans ce pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Moi, j'ai fait des publications pour parler de la justice. Je vais chercher et je vais vous dire ici. Parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui me découvrent. Le temps pour vous, continuez, essayez de partager s'il vous plaît. Essayez de partager. Je vous laisse encore 5 petites minutes pour partager. Et ensuite, je vais vous dire ma conception de la justice. Moi, j'avais fait des publications dessus. On va parler de désobéissance civile aussi. Toujours dans le cadre de l'arrestation de Maître Ndoki et de l'arrestation de tous nos leaders. Alors, donc, publier. Alors, j'ai trouvé ça. Donc, je vous laisse continuer de partager, s'il vous plaît. Vous êtes 300. Si chacun d'entre vous recommence à partager, on peut passer à 600 d'ici 5 minutes. Donc, je vous laisse partager. Je vous demande vraiment de jouer le jeu. C'est très important. C'est très important de jouer le jeu. Nous, quand on parle, on essaye de vouloir toucher le maximum de personnes. Donc, il est important que même si vous avez déjà partagé, vous repartagez. Le temps pour moi de chercher la publication. Publication sur le mot justice, sur la justice. Je l'avais fait en 2015. Voilà. J'ai fait une publication en 2015 parce que, comme c'était le 16 juillet 2015. D'accord? Vous savez, le genre de publication que pas grand monde ne lit. Hein. Donc, j'avais fait ça en 2015. 14 likes, 35 commentaires, 4 partages. Voilà. Ce qui montre bien l'intérêt de ce type de publication. Ce qui montre l'intérêt de ce type de publication. Les gens ne s'intéressent jamais à ce qui peut les cultiver. Vous ne connaissez pas la justice. Et quand on essaye de vous expliquer ce que c'est que la justice, bah, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Ça ne vous intéresse pas. C'est pareil pour les notions comme le patriotisme. On essaie à chaque fois de vous raconter des conneries. Déjà, il y a une chose qui montre parfois l'incompréhension des Camerounais. Je vais vous expliquer quelque chose avant de commencer, pendant que vous êtes en train de partager. Brigade. Qu'est-ce que c'est qu'une brigade, mes chers amis? On va regarder ce que c'est qu'une brigade. Et vous allez me dire si brigade des patriotes a une pertinence. Vous allez me dire si c'est pertinent. Brigade anti-sardinat, c'est pertinent. Parce que une brigade est là pour traquer, en fait. Voilà. Une brigade est là pour mener des opérations militaires. Donc, une brigade est une unité militaire. Elle est commandée par un brigadier ou un brigadier général. Par un colonel, blablabla. Le terme de brigade peut aussi renvoyer à une unité de gendarmerie nationale par extension. En France, on distingue le rôle d'une brigade. Dans le rôle d'une brigade, c'est de traquer et de mener des opérations sur le terrain. C'est de traquer et mener des opérations sur le terrain. C'est la protection, c'est l'attaque et c'est la défense. D'accord?
C'est ça qu'on appelle une brigade. Donc en ce sens, brigade anti-sardinat, c'est pertinent. On est là pour traquer les sardinards. On est là pour leur pourrir la vie. Mais brigade des patriotes, ça n'a pas de sens. Et les patriotes ne seront pas une brigade. Les patriotes seraient là pour faire des actions à but humanitaire, construire, aider. Je verrais plutôt la brigade des patriotes être dans des écoles en train de distiller à des enfants ce que c'est que le patriotisme. Mais brigade des patriotes, ce n'est pas pertinent. Donc c'est pour dire en fait que quand on fonctionne à chaque fois par imitation, on finit par faire des choses absurdes. Ce qu'on atteint, on arrive à des absurdités. Brigade des patriotes n'a pas de sens. Un peu comme si on dit brigade des médecins de France. Ben non, les médecins ne sont pas une brigade. Les médecins sont là pour soigner, les gars. Les médecins sont là pour soigner. Donc, on ne peut pas dire brigade de médecins. On ne peut pas dire brigade des enfants de cœur. On ne peut pas dire ça, une brigade des enfants de cœur. Ben non. On ne peut pas dire une brigade humanitaire. Ça n'a pas de sens. Ça ne colle pas. Même les militaires qui font l'humanitaire ne se font pas appeler brigade. Donc, il y a déjà un problème au niveau du terme qui a été donné, ce qui montre très bien l'incompréhension des gens sur les termes qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'ils voient Calibri créer la brigade anti-sardinard, eux aussi ils disent on va créer la brigade. Ça avait même plus de sens, la brigade anti-tontinat. C'était même plus sensé. Brigade anti-tontinat, c'était censé. C'est-à-dire, si sa vocation c'était de traquer les tontinats sur le terrain, ok, donc il leur suffisait de venir aux marches. Mais brigade des patriotes du Cameroun, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Brigade et patriotes, ça ne va pas dans le même sens, quoi. La brigade est là pour traquer. Voilà. Donc, brigade des anti-patriotes, oui. On est là pour traquer ceux qui sont contre la patrie. Ça aurait un sens. Brigade des anti-patriotes. Mais pas brigade des patriotes. Ça ne tient pas là. Ça n'a aucun sens. Donc, vous voyez que tout ceci, on est toujours dans un climat où on utilise des termes avec vous que vous ne connaissez pas. Bonsoir, Général Calibri. Très heureux de t'avoir sur ce direct. On utilise des termes qu'on ne maîtrise pas. Donc je vous laisse partager, parce que moi je n'avais même pas partagé avant de commencer. Je suis aussi en train de partager. Voilà. Je suis aussi en train de partager. Hop. 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 Donc, je vous laisse 5 minutes pour partager et je reviens. Et on revient parler. 5 minutes pour partager chacun et on revient. Il faudrait normalement qu'on atteigne 400 d'ici là. Organisez des séances vidéo sur vos pages, s'il vous plaît. Organisez des séances vidéo. Évidemment, je ne peux pas mettre la musique, je suis au bureau. Vous vous en doutez, les gars. Dès que vous avez fini de partager, chacun partage et dit c'est fait. Dans tous vos groupes, y compris les groupes de Congossa, bien sûr. Partagez ça là-bas. Y compris par WhatsApp aussi. Rien ne vous empêche de partager par WhatsApp. Vous pouvez partager par WhatsApp.
Bon, je suppose que vous avez tous partagé. Donc voilà. Donc je disais en fait que dans la vie, il faut savoir les termes qu'on utilise. On ne peut pas désigner un petit verre comme ça. Un café. Donc je n'ai pas écouté l'intervention. J'ai essayé de regarder quelques minutes parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que ces gars peuvent bien dire de bon la SIA, tu peux les inviter pour dire quoi? Est-ce qu'ils vont leur poser des questions? Est-ce qu'ils vont leur poser des questions pertinentes? Donc, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, je rappelle quand même ici qu'il faut juste être clair sur les termes. Une brigade des patriotes, non, ça n'a pas de sens. Bon, bref, j'ai expliqué cela. Je disais aussi que ayez parfois la culture d'aller regarder ce qui se cache dans chaque terme qu'on utilise en face de vous. L'année dernière, Stella et une jeune fille aujourd'hui qu'on ne voit plus beaucoup, qui s'appelait Ruby Azenkou, je crois, avait fait l'exercice de prendre un texte de Onangini, avec tous ces gros mots qu'il y avait là-dedans, pour remplacer chaque gros mot par une définition similaire simple et voir ce que le texte voulait dire. Au résultat, le texte n'avait aucun argument. C'était un texte même qu'un Bayam Salam aurait trouvé très bas pour son niveau en fait. C'est-à-dire qu'on utilise très souvent les gros mots pour masquer l'impertinence. Voilà. Si ça marche encore aujourd'hui, c'est que vous avez un problème. Vous le savez depuis la nuit des temps que les gros mots dans un texte cachent l'impertinence. Moi, j'ai Google devant moi. Si je vais faire un test, même si je ne connais pas les mots, même si je ne connais pas les mots, mais si mon but c'est d'écrire pour vous impressionner, je préfère écrire et faire des fautes, vous venez corriger les fautes comme vous aimez souvent faire. Je peux faire. Mais au moins, vous avez compris ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas envie qu'on dise ah, Serge là, il est fort, hein. Ah, merde, le gars là est fort, car en français, le man là, il est fort. Il utilise des mots que je n'ai jamais entendus. Non, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux que même un pousseur, quand il m'écoute, il comprenne ce que moi j'ai dit. Je veux qu'un pousseur comprenne ce que j'ai dit. Et donc, je ne suis pas là pour utiliser les gros mots. Quand je décide d'expliquer quelque chose aux zombies que vous êtes, je le fais de façon la plus simple possible. On dit toujours que la meilleure explication est toujours la plus simple. Je crois qu'il y a d'ailleurs une locution latine qui signifie ça, j'ai oublié. À une époque, j'étais expert en locution latine. Il y a une locution latine qui dit que la meilleure explication d'un fait est celle qui est la plus simple. C'est la meilleure c'est-à-dire que c'est la meilleure des explications, mais je ne sais plus comment on appelait cette locution latine là. Elle dit que la meilleure explication d'un fait, c'est celle qui est la plus simple. C'est celle qui est la plus simple. Mais au Cameroun, comme l'autre, lundi, je vais vous expliquer ce que c'est que le lean management. Le lean management, c'est une technique de management qui est faite de façon à tout simplifier, de façon à éviter tout le superflu qui ne sert à rien. On simplifie tout. C'est-à-dire qu'on te demande de construire une route. Tu fais une route qui va durer 25 ans avec du fonctionnel. On ne te demande pas de rajouter des pots de fleurs sur le bord de la route. C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est une route qui garantit sa sécurité des Camerounais à moindre coût et de façon fiable. Pas une route qui, après 2 pluies, les goudrons vont s'arracher. Comprenez ce que je veux dire. Donc face à des problèmes de ce type, avant de commencer à dire Free Match Ndoki, je pense que beaucoup de Camerounais ne savent même pas ce qu'on appelle la justice. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la justice. Donc moi, le 16 juillet 2015, parce que vous, peut-être aujourd'hui, vous pensez que vous me découvrez, hein, le 16 juillet 2015, j'avais fait une publication. Le titre, c'était C'est quoi la justice? L'intitulé de la publication, c'était C'est quoi la justice? Et je disais, je vais essayer d'y répondre en suivant l'enchaînement d'une dissertation normale. C'est-à-dire que je voulais répondre de telle enseigne qu'un petit élève qui fait seconde de C, qui lit mon poste, essaie de se retrouver et de voir comment plus tard il peut argumenter. Donc c'est ce que j'ai dit. C'est quoi la justice? Je vais essayer d'y répondre en suivant l'enchaînement d'une dissertation normale. Ça peut être pédagogique et utile pour nos jeunes en essayant d'être politiquement correct, sans mots choquants. C'est-à-dire que pour l'une des rares fois, j'avais essayé de ne pas être nul. Donc, lisez et débattons courageux et respectés seront ceux qui liront. Voilà. C'est-à-dire que je disais que ceux que je vais estimer courageux et respectés seront ceux qui auront le courage de tout lire le texte. Parce que vous savez que dès qu'un texte est comme ça, personne ne lit. Il y a quelques jours, je faisais un post sur la loi du talion versus la loi du pardon. Ces deux lois sont des formes de justice. Au vu des échanges, il m'est apparu qu'il est complexe de dire quand justice a été faite. Ouais, j'avais fait un test plus tôt où je parlais de la loi du talion. Si vous voulez, je peux vous parler de ça.
J'avais tapé justice et loi du talion et ce texte avait entraîné un débat. C'était le 12 mai 2000. J'avais fait le texte 3 jours avant, donc le 14 juillet 2015, pardon, où je disais c'était quoi la justice et je disais je vais essayer de répondre. Donc, justice ou loi du talion. Bref. Donc, on va y aller. Mais au fait, c'est quoi la justice? Les symboles de la justice sont la balance et la glaive, ainsi que la plume. Pour la petite histoire, cela vient d'Égypte ancienne, où selon le mythe, après leur mort, les hommes subissaient le jugement d'Osiris. On place leur cœur dans un plateau de la balance et une plume dans l'autre plateau. Si le cœur est plus lourd que la plume, c'est que l'homme, au cours de sa vie, ne s'est pas suffisamment élevé vers la vertu. Il est resté englué dans la pesanteur de la terre et de la chair. Un affreux monstre vient alors le dévorer. Seuls ceux dont le cœur est plus léger qu'une plume peuvent entrer au paradis. Donc, vous voyez, c'est déjà ça la définition de la balance que vous voyez sur la justice. C'est-à-dire que on partait, il y avait une mythologie qui pensait que lorsque vous mourrez, on prenait votre cœur, on mettait dans un plateau de la balance, on mettait la plume de l'autre côté. Si la balance penchait du côté du cœur, ça veut dire que vous étiez sale, que votre âme était sale. Et donc, vous allez en enfer. Donc, et encore, je dis non, voilà, c'est la simplification. Ah non, encore un mot d'introduction. Historiquement, les philosophes ont d'abord pensé à la justice comme un ordre. Selon Platon, la cité juste est celle dans laquelle chacun est à sa place. C'est-à-dire pourquoi il est plus doué. Cité juste, c'est une cité où chacun est à sa place, c'est-à-dire ce pourquoi il est doué. Les travailleurs au travail, chacun selon son habileté propre. Les courageux dans l'armée et les sages au gouvernement. Les sages au gouvernement. Ça, c'était la conception de la justice selon Platon, c'est-à-dire qu'elle était un ordre. Chacun était à sa place. La justice réside-t-elle dans l'égalité? Est-ce que la justice, c'est l'égalité? La question, elle est d'abord là. Donc moi, je me pose d'abord cette question, ensuite j'aborde la question de la justice corrective. À première vue, la justice consiste à traiter tout le monde de la même manière. La justice serait donc fondamentalement égalitaire. C'est d'ailleurs dans ce sens. C'est d'ailleurs le sens de la loi du talion, du latin talis, c'est-à-dire tel. Cette loi ancestrale que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui affirme tout simplement œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que Aristote appelle justice corrective, car elle consiste à corriger un tort, par exemple à réparer un vol. Le voleur devra donc rendre ce qu'il a volé. C'est une justice arithmétique, c'est-à-dire que quand vous êtes condamné, vous rendez ce que vous avez volé, on appelle ça la justice arithmétique. Mais direz-vous, le voleur ne devrait-il pas rembourser davantage que ce qu'il a volé? C'est-à-dire qu'on peut se demander, mais si le voleur ne rend que ce qu'il a volé, est-ce que c'est juste finalement? Est-ce que ce ne serait pas... En quoi est-ce qu'il est puni? En quoi est-ce que c'est dissuasif? Celui qui a donné un coup ne doit-il pas recevoir deux? Le risque de ce principe est de mener à une escalade de la violence ou à une violence perpétuelle de type vendetta. La loi du talion visait justement à briser ce cycle de la violence. C'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Sauf que la plupart du temps, on a œil pour figure et dent pour tête, quoi. Voilà, bref. Et ça, la loi du talion était contre cela. Tu me gifles, je te gifle. Tu me fouettes, je te fouette. Tu me fouettes pas, je te poignarde, parce que c'est l'escalade de la violence. Et aussi ce qu'on appelle la justice distributive. Mais la justice est-elle aussi toujours dans l'égalité? À première vue, il est juste de donner autant à chacun. Par exemple, quand on partage un repas, il est juste qu'on donne à chacun. C'est ce que ma mère faisait et je trouvais ça injuste. Ben oui, puisque ce n'était pas normal que moi, qui ai 12 ans de plus que mon dernier petit frère, on ait la même ration. Je trouvais ça anormal. Je rentrais le midi comme ça, j'ouvrais la marmite, j'ouvrais les assiettes, j'allais scruter chez Platini, je scrutais chez Walter, je scrutais chez Nadi, je scrutais chez Maître Corbeau, je scrutais chez Stéphane le dernier. C'était la même quantité. Et je dis, mais attends, mais je suis grand frère, pourquoi je suis l'aîné, je ne comprenais pas. Alors, est-il donc juste de donner autant à chacun? Par exemple, quand on partage un repas, mais regardons-y un peu plus près. Faut-il donner autant à l'enfant et aux travailleurs? C'est-à-dire que faut-il donner la même ration alimentaire que moi, à moi qui suis assis dans un bureau, qu'à par exemple un Jackson Bois avec sa grosse tête qui serait dans un champ avec la roue à travailler toute la journée? On peut se poser la question. Évidemment non, car l'un a des besoins beaucoup plus grands que l'autre. De même, faut-il donner autant à tous les travailleurs? Est-ce qu'il faut donner la même chose à tous les travailleurs? Même dans le secteur du travail, il faut aussi distinguer celui qui fait un travail de force et celui qui fait un travail plutôt aisé. Donc, la justice ici ne serait pas de donner la même chose à tout le monde, mais c'est de donner des choses qui sont adaptées aux gens. Vous comprenez que la justice, à un moment donné, elle se veut égalitaire. Quand on dit tu as volé 100, tu bacs 100. Tu m'as giflé une fois, on te gifle une fois.
Ça, c'est justice égalitaire. Mais il faut aussi que la justice soit distributive. Et lorsqu'elle est distributive, elle ne peut pas être égalitaire. C'est très important. On parle aussi, même parfois, de la discrimination positive dans la justice. Et moi, j'avais observé, par exemple, que dans les universités américaines, les Noirs étaient sous-représentés dans les universités américaines. Moi, j'ai fait un stage dans une université américaine, dans un institut. Les Noirs sont très peu représentés là-bas. C'est-à-dire qu'il y a moins de Noirs en proportion dans l'université que dans la société américaine. Dans la société américaine, par exemple, il y a à peu près 13% de Noirs. Et dans cette université, j'avais remarqué qu'il n'y avait que 2%. Donc, si nous supposons que le système de recrutement est égalitaire, par exemple, concours anonyme, était sera que tous les individus de la société désirent également être recrutés dans ces universités, ce qui n'est pas toujours évident parce que les femmes sont peut-être moins intéressées par la politique ou les sciences de l'ingénieur que les hommes, en tout cas. Mais bref, on se base sur les cas où c'est égalité. Alors, c'est qu'il y a une injustice quelque part. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a 1% de noirs à l'université alors qu'on a 13% de noirs dans la société, forcément, il y a une injustice quelque part. Comment peut-on donc rétablir cette injustice? En France, on dit égalité de chance, le slogan, et puis on laisse faire. Les Américains pratiquent ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement de favoriser les Noirs en biaisant un peu le système de recrutement. C'est-à-dire que quand on fait le système de recrutement, on essaie d'être moins rigoureux envers le dossier des Noirs qu'envers ceux des Blancs, de façon à ce qu'au final, ça équilibre l'injustice du départ. C'est-à-dire que on biaise le système de recrutement. Par exemple, sur un même exercice, le blanc, c'est 4 points et le noir, c'est 8 points. Juste comme ça, par exemple. Jusqu'à ce que la population universitaire reflète la population de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on fait ça pour qu'au final, on arrive à passer de 1% à l'université à 13% pour qu'on ait la même fidélité partout. Pour mettre fin donc à cette injustice, une solution c'est peu à peu imposer la discrimination positive. Donc vous voyez donc que parfois la discrimination est une justice. Vous comprenez bien que c'est une justice. Les partisans de la discrimination positive considèrent que la justice n'est réalisée qu'au moment où il y a adéquation entre la proportion d'une population dans la société et cette proportion dans des instituts. Par exemple, si dans la société on a 25% de Bamileke et que dans ceux qui gèrent le pays, on se retrouve à 2% des Bamileke, il y a une injustice quelque part. Il faut régler le problème différemment. Le rôle de l'équilibre instable, l'équilibre régional, ça partait de là à la base. Mais comme toute idée africaine est toujours pervertie, on se retrouve toujours avec ce qu'il y a là. Voilà. Ça partait d'une bonne intention. Ce n'est pas forcément de dire qu'on va prendre 10% dans le nord, 10% dans l'ouest, 10% dans ceci. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que chaque personne qui a des compétences puisse être représentée. Les nordistes peuvent être très bons en sciences, mais mal s'exprimer en grammaire peut-être, ou vice-versa. On trouve un moyen d'être beaucoup plus clément avec eux, mais lors de la formation, on fait qu'au moment où ils sortent de l'école, ils ont les mêmes moyens. C'est-à-dire que oui, les avocats noirs, les noirs n'allaient pas beaucoup à l'école. Mais n'empêche que quand un avocat noir fait une fac de droit, il sort, il est aussi un très grand avocat. Il y a des très grands ténors de barreau à New York qui sont noirs et qui brassent des milliards. L'idée de l'équilibre régional, ce n'est pas de former des hommes compétents, c'est de former des hommes compétents, mais en diversifiant de telle enseigne que la proportion de ceux de l'élite reflète la société. Si on a 13%, d'individus dans la société et qui sont représentés qu'à 1% dans l'élite, il y a un problème. C'est pas normal. Il y a une injustice quelque part. C'est aussi ça qu'on appelle la justice. C'est très compliqué la justice. Et donc, mais là, il s'agit de discrimination quand même, parce qu'on peut dire discrimination positive, c'est une discrimination. Et les étudiants blancs ont même porté plainte en disant qu'ils se trouvaient pénalisés par cette mesure. C'est-à-dire qu'il y a des blancs qui se sont dit, attendez les gars, c'est pas normal que pour le même exercice, on me donne 4 points et on donne 6 points blancs. Voilà, ils ont porté plainte. En réalité, la discrimination positive consiste à compenser une injustice en introduisant une deuxième injustice. L'idéal serait plutôt de supprimer l'injustice au départ et le problème serait réglé. Mais est-ce qu'on peut supprimer l'injustice? Est-ce que vous pouvez rendre un tribaliste non tribaliste? Non. Donc si les recruteurs ont tendance à être tribalistes, eh bien, comment combattre cela si on ne peut pas empêcher les gens d'être tribalistes? Eh bien, on fait un tribalisme dans l'autre sens. On fait un tribalisme dans l'autre sens pour compenser, pour que si par exemple on a 10% d'anglophones dans la société et 7% de boulous,
et on se retrouve dans l'élite avec 45% de boulous et 2% d'anglophones, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. L'idéal serait de régler le problème, de dire on arrête ça, mais on peut finalement décider que bon, comme vous voulez, que vous êtes tribaliste, non. L'exercice de maths là, ça compte sur 10 pour un francophone boulot et ça compte sur 45 sur un francophone anglophone. C'est-à-dire qu'un anglophone qui a tout trouvé à 45 points et un boulot qui a tout trouvé à 10 points. Et au final, on finit avec une situation où on a 7% de boulot dans l'élite et 10% d'anglophones. L'élite reflète la société. C'est ce qu'on appelle une injustice, une discrimination positive. Et maintenant, on va parler, je vous parle là, c'est un post de 2015, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que je suis tombé du ciel pendant l'affaire Camto. J'écrivais déjà sur Internet. C'est des choses que chaque concept, je me tuais à développer, à expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent. Vous allez remarquer que vous dites souvent que quand j'insulte, on ne comprend pas ce que je dis. Dans ce post, je n'insulte personne et depuis que je suis en train de vous l'exposer, je n'ai insulté personne. On va donc voir si ça rentre dans vos têtes correctement. Parlons des dispositifs de la justice. Dans de nombreux cas, il est bien difficile de savoir ce qui est juste. Une manière de contrôler le problème est d'utiliser des dispositifs de justice. C'est-à-dire que ce n'est jamais facile de savoir ce qui est juste. Est-ce que l'arrestation de Maître Ndoki est juste? La question paraît simple, mais vous donnez ça à quelqu'un qui connaît tous les contours de la justice et vous me posez cette question, je peux vous écrire 5 pages. Je peux vous écrire 5 pages, ce n'est pas simple. Vous savez, beaucoup de gens prennent beaucoup de... Le problème avec les Camerounais, c'est à chaque fois prendre un problème qui est hyper compliqué et le simplifier. Le code pénal, s'il était simple, on prendrait un villageois, on prendrait le code pénal, on mettrait devant lui, juste un villageois qui sait lire. On met devant lui, il a volé, c'est écrit que vol, 5 ans de prison, allez, tu vas en prison. Il a tapé sa femme, c'est écrit, tu tapes ta femme, 3 ans de prison. Allez, hop, terminé. Non. Quand vous commettez une erreur, vous avez la police judiciaire qui vous interroge, vous avez le procureur, vous avez le juge après qui tranche, vous avez tellement de dispositifs pour s'assurer qu'à la fin, la justice a été rendue. La justice n'est pas facile. S'il suffisait de lire les articles du code pénal pour dire que la justice a été rendue, on ne ferait pas des procès de 3 semaines. Le procès d'O.J. Simpson a duré 11 mois. Il y a des procès en France qui durent 6 mois. Il y a des procès qui durent 3 semaines. Hein? Donc, c'est vrai que ça n'existe pas en Afrique des procès qui durent 3 semaines parce que c'est expéditif. Ils n'ont rien compris à la justice en Afrique. Ils croient que c'est très simple la justice. Il ne suffit pas de prendre le code pénal et de dire on dit que la marche est interdite. Tu as marché. Voilà la peine que tu risques. Tu es condamné. Mon frère, vous me faites peur. Vous me faites peur. Vous me faites peur, les gars. Sérieusement. Si la justice était aussi simple. En tout cas, continuons. Parlons des dispositifs de la justice. Dans de nombreux cas, il est bien difficile de savoir ce qui est juste. Une manière de contenir le problème est donc d'utiliser des dispositifs. C'est pareil, il est difficile de savoir quelle est la température de l'air. Donc, pour savoir quel temps il fait, il faut un thermomètre, tout simplement. Et ça, voilà. Donc, c'est à peu près la même chose en justice. La justice a besoin des dispositifs, c'est-à-dire des procédures permettant de déterminer dans chaque cas ce qui est juste. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider comme ça bêtement ce qui est juste. Il faut des procédures qui permettent de déterminer dans chaque cas ce qui est juste. La négociation, au fond, n'est rien d'autre qu'un tel dispositif. C'est-à-dire que parfois, 2 personnes ne sont pas d'accord, on les met face à face, on dit négocier. Négocier entre vous, c'est une sorte de justice aussi. L'exemple célèbre de la justice, l'exemple célèbre du roi Salomon illustre aussi ce principe. Face à 2 femmes qui se disputaient un nouveau-né, à l'époque, il n'y avait pas de test ADN. Hein? Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il faut remercier l'évolution de la science. Hein? À l'époque du roi Salomon, 2 femmes se disputaient. Si Sabrina aujourd'hui se dispute un bébé avec Louise et Juise, c'est très simple. On a un dispositif qui permet de trancher. On prend les tests, on prend les ADN de 2 personnes et on dit bah non, c'est ta fille, terminé, le problème est réglé. C'est ça qu'on appelle un dispositif de justice. À l'époque du roi Salomon, ce tel dispositif n'existait pas. Et parfois, il fallait fonctionner à l'intuition. Quand vous regardez une enquête, par exemple, de Colombo, c'est l'intuition. Au jour d'aujourd'hui, pour incriminer quelqu'un, il faut l'ADN, les preuves matérielles, tout ce que vous voulez. Mais à une époque, on n'avait pas de preuves matérielles, c'était de l'intuition, c'était les témoignages. Celui qui a révolutionné la police scientifique s'appelle Edmond Locard, un Lyonnais. C'est lui qui a révolutionné la police en expliquant que sur une scène de crime, le criminel et la victime laissent suffisamment de traces de façon à dire ce qui s'est passé. C'est lui qui a eu cette intuition-là. Et il a créé le premier laboratoire de police scientifique. C'est lui qui a été le premier. Donc, la police scientifique doit beaucoup à la France. Et en particulier à cet homme qu'on appelle Edmond Locard.
C'était un professeur à Lyon. Donc, à l'époque, on n'avait pas de dispositifs. Donc, on fonctionnait par l'intuition. Et la justice se faisait quand même. Il y a des personnes qui étaient pendues pour meurtre. Il n'y avait pas d'ADN. Il y avait pas, voilà, on menait une enquête, on faisait, c'était l'intuition. Au jour d'aujourd'hui, plus que l'intuition, on a moyen d'être plus sûr. Parce que même à l'intuition, on peut se tromper. Mais n'empêche que dans la plupart du temps, ça permettait de régler, de faire une certaine justice. Prenons par exemple le cas célèbre du roi Salomon. Face à deux femmes qui se disputent, deux nouveau-nés, chacun prétendant qu'il s'agissait de son enfant, Salomon dit très bien. Nous allons couper l'enfant à deux. Ainsi, chacun en recevra la moitié. Aussitôt, l'une des femmes s'est écriée, non, je préfère renoncer à l'enfant plutôt que de le couper en deux. Je préfère renoncer. L'autre femme était chaude pour qu'on coupe l'enfant en deux. Et seulement par l'intuition, s'est dit que celle qu'on donne l'enfant à la femme qui a préféré renoncer au profit de la vie de cet enfant. Peut-être que l'autre femme, c'était vraiment la mère de l'enfant, mais c'était une tarée. Au final, le roi seulement décide de donner l'enfant à celle qui tenait le plus à la vie de cet enfant. À l'époque, on a décidé que c'était la mère de l'enfant légitime. Mais non, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une thèse contradictoire qui dit que ce n'est peut-être pas forcément la mère. Peut-être la mère, c'est l'autre qui était prêt à découper, juste parce que c'est une tarée. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais sont parfois aussi souvent bêtes, qui sont capables de scier une branche sur laquelle elle est assise. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai des filles qui sont venues me draguer inbox, que j'ai fumé en public. Au lieu de rester sur le thème de l'argumentation, sur pourquoi je le fumais, ils ont voulu déplacer le débat sur le thème que je les fume parce que je les ai dragués à mon baril. Il faut déjà être complètement taré pour savoir que je dispose des preuves du contraire et venir m'attaquer sur un truc que je peux prouver le contraire assez facilement. Donc, fort de cette expérience-là, je peux conclure que cette femme n'est pas forcément la mère de l'enfant, mais pour autant, ça a été juste de lui confier l'enfant parce qu'elle tenait plus à la vie de cet enfant. L'autre nana qui, même si elle a enfanté l'enfant et qui pense qu'on peut couper l'enfant en deux, rentre avec l'enfant chez elle de l'autre partie, on ne sait pas ce qu'elle est capable de faire de cet enfant. Peut-être même c'est elle la mère. Peut-être même aujourd'hui, si on avait utilisé le test ADN, on aurait abouti à une injustice en donnant l'enfant à une mère parce que biologiquement, c'est sa mère. Mais cette femme n'est pas en mesure de l'élever, cet enfant. Et ne doit-on pas donner un enfant qui n'a rien demandé qu'à venir au monde à une maman qui tient à sa vie? Donc peut-être la décision du roi Salomon sans des dispositifs de justice et d'ADN, tout ça de l'époque, a été plus juste qu'elle ne l'aurait été aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, deux femmes arrivent au tribunal, je ne sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, Louise Jusa et Sabrina Kadji se disputent un bébé. Se disputent un bébé Calibri, par exemple. Calibri, on suppose que c'est un bébé Calibri. Ils se disputent. Ces deux bébés, ils arrivent au tribunal. Ben, le juge dit, bon écoutez, on commande un test ADN. Chacun donne ses empreintes génétiques. Hop, on balance ça au laboratoire à Lyon. Et on vérifie, on mouline. On dit, ah, c'est Sabrina, la mère de l'enfant. Donc, terminé. Voilà, le problème, il est réglé. Est-ce que ce serait pour autant juste? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. La justice n'est pas très simple. Donc, je vous dis, l'exemple du roi Salomon illustre la complexité de cela. Il a été acquis pendant des années que la vraie mère de l'enfant n'était que celle qui a voulu renoncer. Mais ça part du principe que une maman est celle qui aime plus son enfant que tout le monde. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On a des mamans qui essaient de mettre des bâtons dans les roues de leurs enfants. Il y en a plein ici, là, qui ont des parents qui ont essayé de les pourrir. Tenez par exemple la petite... Désolé, ça plante. Comme vous n'en voyez pas beaucoup les cœurs, j'étais en train de dire par exemple que, si on prend le cas de la petite Stella, elle a été dans un train qui a déraillé. Et lorsqu'on a dit à son père que ta fille a échappé à la mort d'un train, son père a dit qu'elle ne pourrait pas mourir là-dedans. Donc, pour dire les rapports qu'il y a entre eux. Donc, pour dire le principe qui veut que la mère soit celle qui aime le plus son enfant, c'est faux. C'est archi faux. Voilà. Moi, même si je voulais voler l'enfant de quelqu'un, qu'on me proposait de découper l'enfant en deux, je renoncerai à l'enfant. Si je veux l'enfant, c'est vivant. Donc, si vous me découpez en deux, ce n'est pas intéressant. Et celui qui a la mentalité de dire c'est moi ou personne, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Donc voilà. Donc c'est pour dire encore une fois que, comme je disais tantôt, la justice, ce n'est pas facile à établir. Donc voilà comment on vient de développer cet exemple et qui vous montre à suffisance comment il est très compliqué de faire justice. Cette anecdote, en conclusion, nous montre en outre que le travail du justicier vise souvent à faire éclater la vérité. Oui, le rôle d'un justicier, c'est de faire éclater la vérité. Un autre exemple, entre enfants.
Une règle pratique pour partager un gâteau ou une banane est le principe suivant. Qui coupe ne choisit pas. Voilà. Par exemple, quand on était petit et qu'on voulait demander à quelqu'un de partager l'igname, on disait que quand on voulait être sûr que la personne soit le plus équitable possible, qu'est-ce qu'on disait? On disait que comme c'est toi qui partages l'igname, là, tu ne choisis pas en premier. Donc, en imposant cela, le Joe qui va couper là, il va être millimétré parce qu'il know que s'il se plante, c'est lui qui va avoir la plus petite part. Alors que si on dit c'est celui qui coupe qui choisit en premier, ben, il va couper la part du lion, il met de côté et il partage le reste. Donc la vraie justice au Cameroun n'aurait pas été que ce soit les dirigeants qui décident de leur propre salaire. J'ai vu dans un article que Biya gagne 400 millions par an. C'est énorme les gars, c'est énorme. Donc rappelez-vous, toutes ces règles-là, parfois nous on pratique de la justice en nous-mêmes sans le savoir. Oui, je me souviens bien de cette règle avec les Platini, où quand il fallait partager un macabo le soir, si j'étais avec Platini et Walter, on était trois garçons. On décidait que celui qui coupe le macabo là, ce n'est pas lui qui choisit. Donc quand c'était Platini qui, le gars, le millimétrage, c'est-à-dire que même s'il fallait prendre le compare pour couper et être le plus équitable possible, le gars allait couper parce qu'il savait qu'il serait le dernier à choisir. Donc s'il coupait mal et qu'il y avait un gros et un petit, moi je choisissais le gros parce que c'est pas moi qui ai coupé. Walter choisissait le dernier et le deuxième et Platini lui il avait la petite partie. Ça c'est aussi la justice. Qui coupe ne choisit pas. C'est de la justice. Donc, vous voyez par exemple que rien que sur cette petite notion de justice, vous vous rendez compte, moi je l'ai fait de façon dissertation, c'est-à-dire que là je n'ai pas fait ça pour impressionner les gens, je n'ai pas fait ça pour montrer que je connais trop. Je ne suis pas juriste, je me suis juste posé la question sur qu'est-ce que c'est que la justice. Je ne suis pas allé prendre les gros livres de droit. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça c'est le rôle d'un juriste. Vous devez juste savoir fondamentalement le sens du mot justice, de façon à être capable de vous interroger sur est-ce que ce qui est fait est juste. Voilà. Si vous vous posez la question comme ça, vous savez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel n'est pas juste. Vous savez que tirer sur une personne qui manifeste n'est pas juste. Tirer sur une personne qui manifeste et ensuite arrêter cette personne, ce n'est pas juste. Donc, au Cameroun, est-il juste que le canapé, que le fauteuil, le moindre fauteuil du bureau de l'ambassadeur à Paris coûte 6 000 euros quand on peine à construire des bâtiments scolaires dans certaines zones du Cameroun, le nord du Cameroun? Si on n'avait pas ce côté délabré dans la société, on ne serait pas obligé de faire l'équilibre régional. Si tout le monde avait les mêmes chances d'accès à l'éducation, il n'y aurait pas besoin d'équilibre régional. La compétence permettrait de discriminer seul. On crée des conditions de pauvreté pour après justifier l'injustifiable. Regardez que dans une école au nord, parfois un bâtiment c'est 2 000 euros. Un seul fauteuil, 6 millions, c'est-à-dire à peu près 9 000 euros. Un seul fauteuil. Vous-même, vous avez vu la vidéo que j'ai faite quand j'étais à l'ambassade. Vous avez regardé, vous avez vu le nombre de fauteuils qu'il y avait dans le bureau. Énorme. Vous avez vu les révélations qu'El Chenou a fait par rapport au déplacement à gauche à droite. Je vous rappelle qu'en Europe, surtout en Scandinavie, les ministres voyagent en seconde classe. Le TGV en France, les ministres voyagent en seconde classe. Moi, j'ai un abonnement pour le TGV en première classe. Mais les ministres voyagent en seconde classe en France. Eva Joly, dans un documentaire, disait dernièrement que quand tu dois faire un déplacement, tu dois démontrer que tu as choisi le moyen le plus simple. Le moyen le moins cher et le plus rapide. C'est-à-dire que si aller à la gare, c'est plus simple d'aller à pied ou en bus, tu prends le bus. Même si tu es ministre. C'est ça en Scandinavie. Et ces pays-là bossent. Ils sont bien développés. Chez nous, où on ne fout rien, où toute la société est dans la misère, on justifie, on arrive à donner des 4x4 dans un village, et on interroge les villageois, ils sont contents du 4x4 du sous-préfet. Non, on a créé les conditions pour vous rendre bête. On a créé les conditions pour vous rendre bête. Et au jour d'aujourd'hui, la justice, ça ne vous intéresse pas. Les Camerounais doivent s'indigner de ce qui se passe. On vous a trop menti. On a invité une bande quelque part hier. On a invité une bande quelque part hier à venir dire qu'ils étaient des patriotes. Je vais prendre la définition du patriotisme aussi. Et je vais prendre un exemple du cas Patrice Nganou, que beaucoup de gens détestent. Et je vais vous démontrer que
c'est un vrai patriote, Patrice Ngannou. Il n'est pas tribaliste. Patrice Ngannou, parfois, peut avoir des propos qui dépassent sa pensée. Personne plus que Patrice Ngannou ne veut un Cameroun uni. Vous pouvez me croire. Personne plus que Patrice Ngannou. Donc, en décembre 2017, quand Patrice Ngannou avait été arrêté, j'ai fait un post pour dire Patrice Ngannou et le patriotisme. Vous allez dire, ah, tu en fais un peu trop avec cette affaire, Patrice Ngannou. Oui, parce que quand on a arrêté Patrice Ngannou, j'étais l'un de ses principaux défenseurs sur Facebook. Pourtant, lui et moi, on ne s'entend pas. Vous savez qu'on ne peut pas mettre deux crocodiles dans une même rivière. Patrice Ngannou, il a un fichu caractère, moi aussi. Donc forcément, tous les deux dans un système, c'est voilà. Mais quand il a été arrêté, nous devons tous nous indigner face à l'injustice. On ne peut pas se réjouir, même quand un ennemi subit une injustice. On ne peut pas se réjouir parce que l'injustice est aléatoire. Ça frappe ton ennemi aujourd'hui, demain ça peut te frapper. Il est plus sécurisant de s'indigner d'une injustice, même si ça frappe ton ennemi, parce que si tu la combats, tu te protèges toi-même. Les sardinats qui se réjouissent aujourd'hui des arrestations de Maître Ndoki machin, eux-mêmes quand ils vont se retrouver arrêtés bêtement en prison, en Condengui, il y a plus de sardinats que de tontinards. Hein. Je tiens à le rappeler. Tous les tontinards qui ont été arrêtés récemment, ils vont ressortir tous, ils n'ont commis aucun crime. Et au moins tout le monde est mobilisé. Quand on arrête les tontinards, nous sommes là tous les jours pour en parler. Mais quand c'est un sardinat qui va en prison, même ses propres amis sardinats passent à autre chose. Ils considèrent que si c'est Biya qui l'a arrêté, c'est juste. Ils ne réfléchissent plus, c'est ça qu'on appelle être zombie. Ils considèrent que si Biya a mis le gars là en prison, que lui-même il en censé hier, qu'il a nommé même ministre de la Défense, vice-premier ministre, tout ce que tu veux, si lui-même il arrête de mettre en prison, c'est que c'est juste. On ne peut pas s'interroger sur Paul Biya, sa capacité à choisir ses collaborateurs. Non, si Biya te met en prison, c'est juste. Donc on va regarder ce que j'avais écrit concernant le patriotisme. Vous allez dire, ah Serge, tu en fais un peu trop avec cette affaire. Tous les jours, Patrice Ngannou, c'est même quoi? Bon, c'est la réaction typique des Camerounais. Quand vous martelez, vous forcez quelque chose sur un sujet tout le temps dans le but que ça rentre dans sa tête, au bout d'un moment, il te dit que c'est même quoi? Comme s'il avait déjà très bien compris, alors qu'il n'a rien compris justement. Et je vous ai dit tout à l'heure le post que j'ai fait sur la justice. Je vous dis encore une fois, je vous rappelle les statistiques de ce post. Hein. 15 likes, 35 commentaires, 4 partages. Voilà. Voilà l'intérêt des Camerounais. Si ça avait été un post sur le cul, ou pour parler de je ne sais trop quoi, ce post aurait fait 8000 commentaires. Mais comme c'est un post qui explique aux gens ce que tout le monde, même toi qui as écouté ce post, tu devrais expliquer ça à ta grand-mère. Parce que ta grand-mère ne sait peut-être pas ce que c'est que la justice. Et là, j'ai essayé de l'expliquer à les mots simples. Tu aurais posé la même question à Onan Guini. Je parie que tu n'aurais même pas compris la réponse. Je parie que tu n'aurais même pas compris la réponse qu'il t'aurait donnée. Si tu avais posé la même question à Onan Guini. Et je ne suis pas sûr que tu aurais compris la réponse parce qu'il t'aurait sorti des gros thèmes. Alors que toi, tu n'es pas juriste. Toi, tu es vendeur à la sauvette. Tu as juste besoin de savoir le minimum pour ne pas être bête, pour pouvoir juger toi-même. Ça te suffit. Si tu as un problème, normalement, l'avocat est là pour ça. L'avocat est là pour ça. Parlons du patriotisme aussi, parce que c'est important que les gens comprennent. Je vais vous expliquer pourquoi Patrice Ngannou, c'est un patriote. Alors, je sais que Patrice Ngannou, ça énerve même les tontinards, mais je m'en fous. Moi, je m'intéresse à ce qui est juste, à ce qui est factuel. Je ne suis pas là pour les émotions des gens. Donc pour moi, Patrice Ngannou, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez, mais c'est un patriote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je l'ai expliqué en 2017. Et je vais juste vous lire ce que j'avais expliqué. C'est justement avec cette conception. Voilà. Vous allez dire, ah Serge, tu en fais un peu trop avec cette affaire de Patrice Ngannou. Tous les jours, Patrice Ngannou, c'est même quoi? C'est justement cette conception de relativiser tous ces drames, tous les drames anormaux. Une injustice, c'est toujours une injustice de trop. Un pays n'écrit pas une loi pour les contourner. Si l'État lui-même ne respecte pas la loi, quel crédit a-t-il pour soumettre les administrés aux lois? Il s'agit de ça. Je suis un homme profondément attaché au respect des institutions républicaines, mais surtout à la cohérence. Par exemple, je suis une grande gueule. Vous ne me verrez jamais me plaindre d'une grande gueule. Vous ne me verrez jamais venir me plaindre ici comme insulté. Je suis le roi là-dessus. Hein? Je ne vais pas aller porter plainte pour ça. Un homme, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce sont ses actes. Le Camerounais, lui, est un voleur qui est le premier à tabasser un voleur dans la rue. Pour revenir à Patrice Ngannou, des gens, sous prétexte de vouloir plaire au régime, trouvent tous les moyens pour justifier l'injustifiable. Premièrement, il était question d'outrage à président. Les gens l'ont justifié comme si c'était simple. Ne confondez pas outrage avec injure ou diffamation. C'est un délit compliqué à caractériser. Une injure peut être caractérisée comme telle. Une injure peut être caractérisée comme telle. Ne doit
pardon, excusez-moi, une injure pour être caractérisée comme telle ne doit renfermer l'imputation d'aucun fait. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est-à-dire que pour qu'on qualifie quelque chose d'injure, il ne faut pas que dans ça, il y a des faits. C'est-à-dire que si je dis par exemple, Fadima ou Hassan, tu es stupide parce que tu as dit ceci. Si le ceci-là que je lui reproche est stupide, eh bien, il n'y a pas d'injure. Si je dis par exemple à Ahmed Kamer que tu as une petite bite et que je suis en mesure de prouver que pour un homme normal de son âge, sa bite devrait être comprise entre 15 cm et 20 et que lui, on est plutôt autour de 7 cm, il n'y a plus d'injure. C'est-à-dire que si ta copine te regarde dans les yeux et te dit chérie, je t'aime beaucoup, mais tu as une petite bite, ce n'est pas une insulte. Si tu as une petite kéké, c'est vrai gars, c'est vrai. De même que si tu bandes ta copine et que tu finis au bout de 10 secondes, donc tu es un éjaculateur précoce. Si ta copine te traite d'éjaculateur précoce, c'est sûr que c'est désagréable, ça fait mal. Je suis sûr que pour un homme, c'est blessant d'entendre ça. Mais tu es éjaculateur précoce, man. C'est la vérité. Donc, ça ne peut pas être considéré devant un juge comme une insulte ou une injure. Ça ne doit renfermer l'imputation d'aucun fait. Ça, c'est la définition d'injure. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que le délit d'outrage est souvent difficile à qualifier. Si je dis le gros cul de Chantal Biya, Chantal Biya, quand vous la regardez, elle n'a pas un petit cul. Bon, va donc me caractériser ça comme injure. Ce n'est que parce qu'au Cameroun, la justice est très basique qu'on arrive à croire que, parce qu'il y a une plainte de la famille du chef de l'État, vous voyez, en 2017, j'avais déjà défendu Patingana contre ce type de stupidité. C'est tombé aussi sur moi en 2019. Imaginons qu'en 2017, j'avais dit, oh, Patingana, c'est grave, tu as insulté la femme de Biya, tu as insulté la mère de Biya, on doit te pendre. Bon, ça veut donc dire qu'en 2018, pour avoir dit le gros cul de la maman de Paul Biya, on devrait aussi me pendre. Sauf que je n'ai pas attendu que ça me tombe dessus pour condamner cela. Là, on est en 2017. La famille Biya ne me connaît sans doute pas à ce moment-là. Mais j'ai écrit ceci. Premièrement, il est question d'outrage à président. Les gens l'ont justifié comme si c'était si simple. Ne confondez pas outrage avec injure ou diffamation. L'outrage, c'est un délit compliqué à caractériser. Une injure pour être caractérisée comme telle ne doit renfermer l'imputation d'aucun fait. Dire que Biya ne peut plus satisfaire Chantal Biya, parce que c'est ce qui était reproché à Patingana, il avait dit que Paul Biya ne pouvait plus satisfaire Chantal Biya. Dit que Biya ne peut plus satisfaire Chantal Biya est un fait. Son sgeg ne répond plus et Chantou a un gros cul. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que Chantou a 40 quelque chose d'années et Biya a 86 ans. À cet âge-là, tu peux prendre tous les Viagra que tu veux, tu ne peux plus mort. C'est mort. Déjà, Biya a du mal à se déplacer. Donc, il va faire comment? Tu vois Biya chevaucher, c'est mort. C'est chaud. Donc, c'est un fait. Juridiquement, peu importe que ça déplaise au cadre du RDPC, revoyez la définition des jus. Et pour être caractérisé comme tel, filmez-moi Paul Biya en train de me banque Chantou Biya. Si elle a un orgasme, je vote moi-même la peine de mort pour Patrice Ngana. C'est ce que j'avais demandé. Donc ici, le délit n'est pas caractérisé. C'est-à-dire que j'avais dit que pour qu'on prouve que Patrice Ngana, quand il dit que Biya ne peut plus satisfaire Chantal Biya, filmez-moi donc Biya en train de bien grimper cette Chantal Biya-là de façon à ce que toi-même tu vois l'engagement suer. Là, moi-même, j'allais voter Paul Biya derrière et je demandais qu'on parle de Patrice Ngana parce que oui, là, du coup, son insulte ne correspondait pas à la réalité. Biya, c'est un étalon. Patrice Ngana a osé dire qu'il ne peut plus satisfaire sa femme. C'est une injure. Là, je crois que la science nous renseigne que Patrice Ngana a beaucoup plus raison que l'inverse. Secondement, on a parlé de menaces ou de plusieurs. On a parlé de menaces. Oui, dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, parce qu'il a dit à un moment donné, que si Biya était devant lui et qu'il avait une arme, il tirerait sur Biya. Donc, on a dit que c'était une menace de mort. Oui, on a parlé de menaces. Notamment aux États-Unis, il existe une loi, la loi 871, qui condamne toute menace intentionnelle et volontaire dans le but de blesser ou d'ôter la vie à un président. Allez le lire. Vous verrez que les tribunaux ne sont pas d'accord sur les termes volontaires. C'est-à-dire que même cette loi 871, qu'à l'époque les gens ont utilisé pour dire « Oh, même aux États-Unis, on condamne les gens parce qu'ils menacent le président ». En allant lire cette loi, même les juristes américains n'étaient pas d'accord. Et ils disent ceci. Moi, j'étais allé enquêter là-dessus parce que moi, pour faire un poste, je respecte l'intelligence des Camerounais, même si je l'ai très idiot tout le temps, mais j'essaie toujours de les éduquer quand je fais un poste. Toute menace intentionnelle et volontaire, voilà. Vous verrez que les tribunaux ne sont pas d'accord sur le terme volontairement. Il existe un cas ressemblant à celui de Patrice Ngana aux États-Unis, où un homme avait déclaré, s'agissant de Woodrow Wilson, ceci. Le président Woodrow doit être tué. C'est un miracle que quelqu'un ne l'ait pas déjà fait. Si j'avais l'occasion, je le ferais moi-même. Donc ça ressemble exactement à ce que Patrice Ngana avait dit à ce moment-là.
Ça ressemble mot pour mot à ce que Patrice Talon avait dit. Mais la condamnation était une peine de 6 mois avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de peine de prison. 6 mois et sursis. La justice ayant eu du mal à départager entre ce qui relève de la protection du président et ce qui relève de la liberté d'expression du prévenu. C'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas parce que tu dis qu'il faut qu'on tue Paul Biya que forcément ça veut dire que tu menaces la vie de Biya. Parce que tu as aussi ton droit à la parole. Ta liberté de parler, tu as aussi le droit de dire qu'il faut que quelqu'un tue Biya. Donc la justice américaine n'a pas su mettre la limite entre ce qui relève de sa liberté d'expression, c'est-à-dire le cinquième, c'est-à-dire son cinquième amendement, c'est ça, je ne sais même plus, ou ce deuxième